il y a des films bizarres et puis il y a des films qui nous époustouflent. On pourrait penser qu'à ce stade de notre vie cinématographique, il n'y a plus rien qui puisse nous surprendre, que nous avons tout vu, que tout a été inventé. Mais nous nous tromperions lourdement. Pourquoi ? Commençons notre aventure à travers les films les plus dingues que nous avons jamais vus jusqu'à présent. Préparez-vous à entrer dans l'esprit d'Eraserhead et à perdre tout sens de la réalité. Eraserhead est un mélange déroutant d'images bizarres et de personnages troublants. Si vous cherchez une narration logique, eh bien oubliez-la, vous ne la trouverez pas dans ce film. Eraserhead est le premier long métrage du genre horrifique et le premier film du réalisateur américain David Lynch. Le film raconte l'histoire d'Henry Spencer, un jeune homme nerveux et anxieux qui accepte une paternité soudaine qui change complètement sa vie routinière. Henry devient le père d'une créature monstrueuse. Oui, ça commence déjà fort. Imaginez ceci avant de regarder le film. Enfin, si vous voulez vraiment le regarder plus tard. Un homme, Henry Spencer, apparaît flottant dans l'espace avec une sorte de gros spermatozoïde sortant de sa bouche. Alors qu'il flotte, une étrange planète apparaît derrière lui, où un homme, à l'allure étrange, à moitié consumé, tire plusieurs leviers et ouvre plusieurs trous. Tout se passe dans l'esprit d'Henry Spencer, un homme avec un état dépressif et effrayé, qui depuis l'enfance souffre d'étranges cauchemars dont il tente de se libérer par l'imagination. Dans ce film, tout est une histoire étrange et difficile à suivre, car ce qui se passe dans le film ressemble plus à un cauchemar très lourd qu'aux histoires conventionnelles auxquelles nous sommes habitués au cinéma. Raconté en noir et blanc, la caméra suit quelques événements de la vie de ce personnage particulier, un homme presque toujours nerveux et paranoïaque qui, sans savoir quand, comment ou pourquoi, a un monstrueux enfant non désiré avec son ancienne petite amie. C'est dire à quel point ce film est fou ou étrange. Le monde dans lequel vit Spencer, ou le monde que propose le film, donne l'impression de se situer dans une société post-industrielle et névrosée par la pénurie et le froid, et constitue le scénario de toute une série d'événements oniriques qui se déroulent sous les yeux ébahis du spectateur, qui hésite à la fois de rester pour regarder le film et à se lever du canapé sans savoir ce qui se passe dans les événements répugnants qu'il narre. Par exemple, dans l'une des scènes du film, lorsque Spencer décide enfin de mettre fin au mystère de son fils terrifiant, tout se transforme en un moment d'horreur maximale. Le spectateur a l'impression que la lumière électrique tombe en panne. Et comme elle tombe en panne, la tête du bébé monstrueux grossit énormément et se faufile dans la chambre du personnage, même si ce dernier n'apparaît pas dans de nombreux plans de la scène. Une autre scène clé du film, dans laquelle le protagoniste s'assoit pour dîner avec la famille de son ex-petite amie et la mère de son enfant, si on peut appeler ça ainsi, ressemble à un cauchemar total. C'est un moment vraiment difficile à digérer et beaucoup trop glauque, soyons honnêtes. Mais après tout, comme l'ambiance générale de ce film. Cette scène met sur la table, dans l'une des scènes, plusieurs poulets de taille beaucoup trop petite qui seront visiblement la protéine du repas. Mais lorsque les convives se prêtent au découpage de la proie, la mère de la mariée a soit une souffrance directement liée au découpage des poulets, soit une série d'orgasmes. C'est exactement le genre de scène qu'on est ravi de tomber dessus avec ses parents quand on regarde un film. Pas gênant du tout. Enfin, avec Eraserhead, Lynch propose de manière introspective et expressionniste un chemin troublant à travers certaines des obsessions les plus reconduites et les plus communes de l'homme, ainsi qu'à travers son propre monde intérieur et inconscient, mais tout à fait bizarre bien évidemment. C'est tout cela qui est particulier et fou dans le sens même du film, parce qu'il est abstrait et donc vague. Le travail d'analyse consiste à extraire les significations ambiguës sous-jacentes à l'œuvre et à les interpréter. C'est comme reconstituer un poème. La reconstruction des symboles ne donne pas l'interprétation, elle fait simplement ressortir la métaphore, dont le sens est par nature instable et mouvant. Enfin, avec Eraserhead, Lynch propose de manière introspective et expressionniste un chemin troublant à travers certaines des obsessions les plus reconduites et les plus communes de l'homme, ainsi qu'à travers son propre monde intérieur et inconscient, mais tout à fait bizarre bien évidemment. Tourné en 1988 et sorti officiellement le 1er juillet 1989, j'aimerais rendre un hommage artistique bien mérité à ce film culte, devenu une référence incontournable du cinéma cyberpunk japonais. Tourné en noir et blanc par le chef opérateur virtuose Shinya Tsukamoto, Tetsuo One, The Iron Man, ou en français L'Homme de Fer, se distingue visuellement par la brillance artistique de sa photographie au point d'exceller dans l'innovation conceptuelle.
L'intrigue qui confère à Tetsuya One The Iron Man sa personnalité artistique et complexe se repose sur l'idée géniale de Shinya Tsukamoto de fusionner la chair et le métal qui dans cette histoire est incarné par le fétichiste joué par le réalisateur lui-même. Un homme obsédé par l'idée de faire muter la chair et le métal dans son propre corps pour devenir un hybride. Rien que l'idée de base, on sait que le film, il laisse rien présager de bon. Ainsi, dans les premières séquences du film, on le voit s'introduire des morceaux de métal à l'intérieur de son corps, avec des résultats quelque peu désagréables pour les spectateurs les plus sensibles. Soyons honnêtes, j'en fais partie. Selon la perspective existentielle de l'homme fétichiste, une fois cette mutation réalisée, vivant dans une société physiquement et technologiquement dominée par le métal, l'expansion de son alter ego hybride ne se fera pas attendre, amorçant une évolution et une croissance progressive qui deviendra colossale et gigantesque, jusqu'à dévorer tout ce qui se trouve sur son passage, pour ensuite la réduire implacablement en poussière de rouille. Avec une fin cinématographique de coupe apocalyptique made in Japan, magistralement définie dans les 15 dernières minutes de ce film, autant dire qu'avant c'est clairement une torture visuelle, la vertébration de cette incroyable histoire en séquence à fort impact audiovisuel restera gravée de manière indélébile dans votre esprit après leur visionnage. Vous serez impressionné, par exemple, par l'atmosphère inquiétante entrecoupée d'images d'athlètes et de pièces de métal, où l'homme fétichiste effectue ses rituels sur son corps avec du métal, lorsqu'il insère une tige d'acier filetée dans sa cuisse après avoir fait une grande incision, lorsque vous entendrez le son glaçant de l'enfilage de la tige d'acier lorsqu'elle passe entre ses dents, ou par l'horreur, l'agonie et la folie que vous respirerez dans la scène avec la femme aux lunettes. Une femme à lunettes qui présentera son image la plus sinistre dans la séquence quelque peu gore qui se déroule dans le garage. Et avec cette musique de fond spectaculaire qui augmentera l'intensité et le drame ressenti par le spectateur. Vous serez choqué de voir la crudité visuelle présentée avec la mutation progressive dont souffrent les protagonistes de cette histoire, ou avec les images infernales de son nouveau moi directement liées aux délires mentaux de l'homme fétichiste. Il y a 90 ans, en 1932, sortait Freaks, l'un des films les plus controversés, les plus audacieux et les plus émouvants de l'histoire du cinéma. Vous sentez que ça ne matche pas avec les différents films que j'ai cités juste avant? Évidemment, j'ai gardé le meilleur ou plutôt le pire pour la fin. Tenez-vous bien, ça va partir loin. En réalité, ce film a provoqué un tollé émis par les cris, les évanouissements et les avortements a conduit au retrait du film quelques jours plus tard. Et on l'a même dit que les négatifs avaient été jetés dans la baie de San Francisco pour que plus personne ne voit un spectacle aussi aberrant. Il s'agit du premier film d'horreur à présenter de véritables monstres, les protagonistes étant des créatures difformes. Bien que Browning ait filmé les monstres avec beaucoup de tendresse, la société de 1932 n'était pas prête à recevoir un tel film, trop provocateur, qui obligeait l'homme à faire face aux horreurs qui l'entouraient. Pour cette raison, il fut considéré comme maudit, au point qu'il fut gardé dans un tiroir pendant 25 ans. En Espagne, par exemple, il a été projeté pour la première fois dans les années 70, lors de la semaine du film fantastique The Siege. Le film se déroule dans un cirque itinérant. Les personnages se situent entre l'admiration, la pitié et l'horreur. Shields, Coucou et les Pinhead, de mignons retardés mentaux atteints de microcéphalie, une maladie qui donne l'impression que leur crâne a été rétréci par les gibarons. Vous savez, ces tribus qui font rapetissir les têtes, ou comme vous l'avez certainement vu, la scène dans Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow et son père Barbe Noire, qui lui montre la tête de sa mère. Leur apparence étrange inspire plus de tendresse que d'effroi. La femme sans bras, qui compense son manque par une étonnante habileté sur ses pieds, les sœurs siamoises unies par le tronc, Joséphine, Joseph, mi-homme, mi-femme, peut-être hermaphrodite, la femme à barbe ou le fascinant prince radiant, le torse vivant, un homme sans bras ni jambes qui se déplace comme un ver avec dextérité. La scène où il allume une cigarette sans aide est d'une étrange beauté. Face à ce spectacle d'étrangeté, les sentiments sont contradictoires. On ne peut détacher les yeux de l'écran, fasciné par ce que l'on voit, même si notre mentalité du XXIe siècle nous dit que ce que l'on contemple est d'une cruauté et d'un sensationnalisme brutaux. En bref, il s'agit d'un cirque dans lequel plusieurs personnes atteintes de difformités physiques importantes gagnent leur vie en tant qu'attraction foraine. Une trapéziste voluptueuse et son amant au caractère bien trempé tentent de profiter d'un nain pour s'emparer de sa fortune. Une fois les intentions de la belle révélées et l'humiliante tromperie amoureuse du nain découverte, la vengeance de tous ses camarades handicapés aboutira à une terrible fin dramatique pour le duo de méchants. Et vous, connaissez-vous des films aussi glauques que ceux d'aujourd'hui? Ou des films que nous pourrions littéralement ne plus produire aujourd'hui sans recevoir les foudres de centaines d'associations?